Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Archipel. Auteur Pierre Louis. Première partie. Chapitre 1. La nuit de printemps. Assise dans son manteau léger, derrière la porte du jardin, Néphélie Paré attendait. La nuit sous les arbres était si profonde, que les yeux ne voyaient pas la main, et que seule la senteur des feuilles révélait leur présence obscure. Tout dormait, les hommes lointains, les oiseaux cachés, les ramures invisibles. Le silence de la terre était pur, comme le noir de l'ombre. Néphélie immobile se tenait les doigts unis sous le genou, et la tête droite. Elle ne voulait pas bouger, et, en épouse inaccoutumée aux artifices des séductions, elle ne remuait pas un pli de son manteau, de peur que les parfums de son corps ne se perdissent au souffle du geste. Et sachant bien qu'elle était venue trop tôt, elle attendait avec patience, satisfaite d'être là, enivrée d'espoir. Doucement, un doigt frappa la porte au dehors. Déjà. Sans bruit, elle ôta la lourde barre et fit tourner la porte sur ses gonds huilés. Elle entendit un pas sur la grève, mais ne vit rien, que la nuit noire. « Ne me cherche pas, murmura-t-elle, je suis là. Je te précède, viens vite, j'ai peur des esclaves et qu'on ne nous épie. Suis-moi. Au sortir des fourrés, tu verras un peu mon ombre. » Elle marcha sur la pointe du pied. Ses petites sandales se posaient à peine sur le sable ou la mosaïque. Une branche qu'elle effleura la fit frémir, ce ne fut qu'un bruissement furtif entre deux vastes silences, et les fleurs remuées secouèrent leur parfum. La première, elle entra dans la chambre, courut jusqu'à la niche où elle avait mis un riton sur la lampe de terre pour la voiler sans l'étouffer, et dès qu'elle eut un peu de lumière, elle se retourna. « Dieu, fit-elle. Dieu. Dieu. Dieu, ce n'est pas lui. » L'homme s'était avancé jusqu'au milieu de la pièce. Elle recula vers le mur que son dos frappa brusquement, et ses mains retournées errèrent sur la paroi. « Qui es-tu ? » ? « Je ne suis pas lui, tu viens de le dire. N'es-tu pas assez renseigné, hein ? Il y a lui, n'est-ce pas, et le reste du monde. Moi je suis le reste, l'humanité, la foule, ce dont on ne veut pas. » Néphélie le regardait, presque défaillante. C'était un homme osseux, hirsute et barbu, et d'autant plus barbu qu'il était maigre. Sa tête semblait faite de poils. 4 grandes dents manquaient à sa mâchoire supérieure, si bien que sa barbe avalait sa moustache, et ce détail était horrible. Son cou étroit sortait d'un manteau de bonne laine, assez malpropre et bizarrement drapé. Ses jambes paraissaient plus courtes que le torse. Il n'était ni grand, ni petit, mais la lampe posée sur le sol doublait son corps d'une ombre immense, dont la moitié couvrait la muraille et l'autre le plafond. Il se croisa les bras violemment, en fourrant les mains sous les aisselles. « Ah, dit-il, le lit parfumé, des pétales de rose, une amphore de vin frais. On attendait quelqu'un, si l'on ne m'attendait pas. Quand le mari fait la guerre, la femme fait la débauche. Ah, des couronnes fleuries. Mais je sens une odeur de myrrhe qui est à donner la nausée. Hein ? Et cette lampe qui a fumé noire, cela sent la prostitution chez toi, m'entends-tu ? Oh là, quille ta robe et fais ton métier. Voilà une drachme. » Lancée à travers la chambre, la pièce d'arpent frappa Néphélie au ventre. Elle étouffa un cri. « Misérable, dit-elle d'une voix blanche. Tu sauras ce qu'il en coûte de me parler ainsi ? Oui, j'ai un mari et j'ai un amant. Mais la porte du jardin s'est rouverte, mon amant est là, dans l'allée, il vient, il approche, et s'il te trouve ici, tu seras tué comme un ver. »« Il me tuera ? » fit l'inconnu. « Qu'est-ce que cela me fait ? Je suis mort depuis 100 ans. Tu me demandais mon nom, non ? Je suis le roi d'Égypte, embaumé. » Néphélie se passa lentement la main sur le visage, comme pour y sentir le long froid de la peur. « Je suis perdue, se dit-elle. C'est un fou. » L'homme, la voyant pâlir, reprit en souriant. « Ne crie pas, belle amie, ou je te tue toi-même, et pour toi qui n'es pas morte, ce sera bien autre chose que pour un cadavre comme le mien. Regarde ma chair de momie. » D'un mouvement brusque, il détacha tous ses vêtements, et se dressa nu. « Tu disais tout à l'heure, que la porte s'était rouverte. C'est impossible. La barre est mise. Personne n'est dans le jardin, personne dans l'allée. Fais ton métier, ma fille, je t'ai donné une drachme.
Et ne crie pas, ou par Zeus, je te tue immédiatement. La mort, Néphélie l'eût acceptée en cet instant. Son effroi dépassait de beaucoup celui qu'éveille chez les mourants la vision de l'Éternel l'été, mais la mort par cet homme, oh! C'était pire que tout. Elle ne cria pas. Dans un effort de tout son être, et se souvenant qu'il ne fallait pas contrarier les insensés, elle exhala quelques phrases à peine articulées par sa langue sèche et froide. Oui, tu es le roi d'Égypte, tu es couvert de bandelettes, mais il n'est pas digne de toi, Seigneur, de t'arrêter chez ta servante, veux-tu que je te montre la route? Tes reines, plus belles que des femmes, chantent aux portes du jardin. Le fou bondit. Roi? Roi? Billevesé. Roi? Qui a dit que j'étais roi, hein? Est-ce que je ressemble à un homme, hein? Ne voit-on pas que je suis Dieu? Et comment serais-je entré ici, pauvre sotte, si je n'étais pas Dieu? La porte est fermée, je te l'ai dit, la barre est dans les crochets. Je ne suis pas entré par la porte, hein? Je suis l'émanation de cet amphore noir. Je suis Baco. 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 Il campa sur sa tête la couronne de roses, et se mit à danser avec frénésie. Insensiblement Néphélie se glissait le long de la muraille, essayait de gagner l'endroit où elle pourrait s'enfuir. Le fou ne la voyait plus, il tournait sur lui-même en s'étourdissant dans l'ivresse de sa bacchanale, mais comme elle se penchait vers la serrure, elle sentit la main osseuse qui s'abattait sur son épaule. Pour la première fois, il la touchait. Elle recula de nouveau, jusqu'au fond de la chambre. « Et, dit-il en s'arrêtant, ta peau est fraîche, ma fille. Comment n'es-tu pas encore dévêtue, et quitte ta robe. Je t'ai payé. » Il marcha vers elle, et de la robe lâche et fine, il dégagea un sein. Néphélie s'acculait au mur. Elle voulait parler, mais pas un mot ne sortait du tremblement de ses lèvres épouvantées. Le fou prit en ses doigts l'admirable sein, et pressa. Quelques minces fusées de lait jaillirent. À cette vue, il pâlit. Sa voix s'altéra, et devint celle d'un petit enfant. « Maman, s'écria-t-il. Maman. Pourquoi depuis 100 ans, ne m'as-tu pas nourri? Que t'ai-je fait pour que tu donnes ton sein à un autre que tu attends dans un lit de roses et d'aromates? Est-ce parce que je n'ai plus de dents, que tu ne veux plus nourrir ma bouche? Maman, pourquoi m'as-tu quitté? » Et paralysant des deux mains les bras de Néphélie éperdue, il jeta ses lèvres sur le mamelon, il suça comme un altéré. Un sursaut d'horreur souleva la poitrine de la jeune femme. « Monstre! C'est à mon enfant, ce lait que tu bois. » Elle se dégagea et prit l'homme à la gorge, mais en un instant, elle fut domptée. « Eh, dit-il. Je t'avais prévenu, qu'on ne pouvait pas tuer un mort. Au contraire, tu vas voir comme il est facile de faire mourir une femme vivante. Ah, ah! Non, ne crie pas. Je ne te tuerai point. C'est un jeu, c'est une fête. Donne-moi ton bandeau, oh. » Il arracha en effet le bandeau de la longue chevelure qui tomba silencieusement, et saisissant en arrière les deux poignets de Néphélie, il les garrotta fortement sur les reins. La jeune femme claquait des dents. Encore une fois, elle aurait voulu crier. Mais un dernier espoir la soutenait, la porte du jardin n'était pas bien fermée, il allait venir, l'amant, le sauveur, il la délivrerait comme elle l'attendait. Dans quel élan désespéré, toutes les énergies de son désir faisaient-elles effort vers lui. Cependant, le fou avait dénoué la ceinture, et détaché sur l'épaule droite l'agrafe de la boucle d'argent. Le vêtement s'affaissa. En vain, Néphélie serrait les genoux. L'homme arracha la robe, et empoignant l'infortunée par le milieu du corps, il la jeta de loin sur le lit, où elle tomba en gémissant. Une bouffée de parfum monta de la couche remuée. « Ah, cette odeur de myrrhe, dit encore le fou. Ta loge est empestée, fille de joie. Ah, chasse la myrrhe. Ah bah? Ah bah? Je suis psamétique, fils du soleil. La myrrhe est l'odeur de la nuit. Je suis le roi vainqueur, le Très-Haut le roi, le roi. La myrrhe est l'odeur des bouges chasse la myrrhe, fille de la nuit. Par les cornes d'Hathor, et par la gueule de Pasct. Ah bah? Ah bah? Ah bah? Ah bah? Il s'affaissa, la tête renversée. Néphélie, blottie à l'extrémité de la couche, le regardait avec des yeux immenses.
Un grand calme suivit. L'homme s'était tu. Au dehors, la même paix nocturne planait sur le jardin désert. Il ne viendrait donc pas. Dieu. Peut-être il était venu, il avait frappé, il n'avait pas franchi la porte, il était parti, une angoisse atroce étreignit la poitrine de Néphélie. Et le fou s'était relevé. Tu es belle, dit-il doucement. Depuis quand es-tu ma femme? Tu n'étais pas ainsi, du temps que j'étais roi. Tes cheveux blonds sont devenus noirs. Tes flancs étroits se sont élargis, et tes jambes, oh! Que tes jambes sont grandes. Ouvre-les. De plus près encore, il lui parla, en posant la main sur une tablette de marbre où il y avait des fioles de parfum. Ne crains rien, dit-il, je suis vieux. Tu vois ma fille, je suis un vieux, je suis mort depuis 100 ans. Ne te détourne pas d'une momie, et je ne veux que baiser ta bouche, et dormir sur ton sein, Homère. Il avança ses mains maigres, lentement, comme pour implorer. Mais une secousse nerveuse l'ébranla tout entier, des pieds à la tête. Il sauta sur le lit, par-dessus la jeune femme, et retomba de l'autre côté. Ah! Enfin elle avait crié, un cri long comme une agonie, un déchirement de toute son âme, une plainte désespérée vers le secours, les dieux, le miracle, la vie. À moi, glapissait le fou. Ne lutte pas, fille de la nuit. Ne serre pas ainsi les dents, mon baiser te pénétrera. Ah, la mire. Tu concevras, sache-le bien. Les étoiles sortiront de ton sein, comme les abeilles de la ruche. Ah, ça. Car je veux. Néphélie avait dégagé sa main droite, et d'un geste si prompt que le fou n'en vit rien, elle l'avait assommé à la tempe avec un objet lourd, pris sur la tablette. Elle se dressa tout debout sur le lit, la bouche ouverte, les deux mains en avant de la face, avec une sorte de rire plus affreux qu'un gémissement. L'homme était tombé sur le cou, mais pour elle il n'était pas mort. Elle saisit vivement dans un vase à col fin ses longues épingles de coiffure, 10 ou 12 pointes acérées dont chacune était mortelle, et 20 fois elle les plongea toutes dans la poitrine maigre, entre les côtes saillantes, dans l'estomac, le ventre, les yeux et les joues, et quand les esclaves éveillés accoururent à ses hurlements, ils la trouvèrent foulant aux pieds le cadavre, pleine de sang, toute nue et les mains vers le ciel, comme une Andromède inouïe, qui marcherait sur le monstre. 27 décembre 1905. Fin du chapitre 1. Chapitre 2, l'île mystérieuse. Les dernières fouilles exécutées en Orient par les savants occidentaux ont amené des découvertes d'un intérêt tout à fait neuf, inattendu et singulier. Jusqu'ici, les patients coups de pioche donnés dans les terres antiques avaient eu pour objet et pour résultat de confirmer nos connaissances livresques sur les personnages dont l'histoire nous parle, ou sur leurs contemporains. On avait exhumé le palais des Césars, celui d'Exerxès, celui des prêtres d'Amon, et si les travaux accomplis avaient été féconds en trouvailles, du moins ils ne transportaient pas les esprits en dehors, ni au-delà de l'histoire authentique. Ils creusaient dans le réel et cherchaient dans le connu. Maintenant, on entre dans la fable. Sur tous les points à la fois, en Troade, en Crète, en Égypte, en Argolide, à Rome même, les êtres et les pierres légendaires apparaissent à ceux qui niaient leur existence et reviennent à la lumière dans leurs tombeaux véritables, dans leurs murs encore debout. Pendant 25 ans, l'Iliade fut seule à nous livrer ses personnages et ses décors, on retrouva le palais de Priam et celui d'Agamemnon. Mais depuis quelques années, les civilisations fabuleuses sortent du sol tout ensemble, comme si l'heure de la résurrection venait de sonner sur leur mystère. La première dynastie de l'Égypte était regardée comme apocryphe, et comme n'ayant jamais vécu que dans l'imagination des prêtres. On a déterré aujourd'hui presque tous ces rois dans leurs cercueils individuels, marqués de leur nom exact. Bien plus, on retrouve des rois antérieurs, dont les Égyptiens eux-mêmes avaient perdu la mémoire. Nous sommes mieux renseignés sur leurs origines qu'ils ne le furent jamais, et nous savons aujourd'hui que, loin de placer des souverains fictifs au début de leurs annales, comme on les en accusait, ils méconnaissaient, au contraire, l'extrême antiquité de leur monarchie. Et voici maintenant que les fouilles de Crète nous entraînent définitivement dans des siècles chimériques. Le palais de Minos et de Pasiphae, le labyrinthe construit par Dédale, la terrasse d'Icare, l'appartement de Phèdre, l'antre monumental du Minotaure viennent d'être déblayés, mesurés et parcourus,
toute la mythologie redescend dans l'histoire. Quelle légende en effet, quelle vieille fable humaine était plus que celle-ci fantastique et surnaturelle. Minos est fils de Zeus et d'Europe, il est le demi-frère de Pallas, d'Hercule, d'Hélène et de Persée. Il s'entretient avec les dieux, il ressuscite les morts, il les juge aux enfers. Qu'il aime l'étonnante Procris, qu'il fasse la guerre à Nisos ou qu'il soit trompé par sa femme, c'est toujours au milieu de circonstances magiques dont la variété est immense. Les 1001 nuits ne nous rapportent rien qui témoigne d'une imagination mythique aussi riche que celle d'où est née la légende crétoise. Et désormais, le roi Minos est dépouillé de sa légende mieux encore que Charlemagne. Nous respirons où il a vécu, nos pas sonnent sur les dalles où fut son trône royal, nous possédons 80 inscriptions relatives à son époque, c'est la lumière. Bientôt, nous pourrons reconstituer sa figure, son règne et son temps. Nous verrons Minos tel qu'il fut, roi de Cnos, ennemi d'Athènes et grand constructeur de palais. Sans doute, la découverte intéresse d'abord l'historien, mais le peintre et le poète pourront imaginer, d'autre part, qu'elle fait tout aussi bien revivre le vieux conte si cher à leur maître ancien. Ainsi, les demi-dieux et les héros grecs sortent l'un après l'autre de leur linceul de songe pour nous apparaître au-delà des âges, au-delà des temps explorés. Cependant, la plupart demeurent mystérieux. Même parmi les héros d'Homère, si Hélène, Paris et Agamemnon sont faciles à entrevoir sur leurs murs délivrés de la terre, on ne saurait en dire autant de celui qui est sans doute le principal personnage des épopées archaïques, celui qui, dans l'Iliade, joue le rôle le plus fin, celui qui remplit l'Odyssée de son intelligente figure, le roi d'Ithaque, Ulysse le prudent. Plus la lumière se répand sur les premiers âges de la Grèce, plus le vieil Ulysse se dérobe aux chasseurs de tombes. Il nous cache son palais comme il cachait au sien le fond de sa pensée, il reste impénétrable. Il sera peut-être le dernier à livrer le secret dont nous sommes si curieux. On le poursuit depuis plus d'1 an, non ? On ne trouve rien. Et bien des esprits commencent à se passionner autour de cette lutte engagée. À l'heure actuelle, on cherche non seulement le roi lui-même, sa tombe, son palais, sa ville capitale, mais la petite île d'Ithaque qui a, paraît-il, disparu. Nous avons appris en classe qu'Ithaque était un modeste îlot entre Céphalonie et Sainte-Maure, un rocher portant quelques herbes, quelques maisons, quelques pêcheurs. Je l'ai longé, il y a 6 mois, d'un bout à l'autre, à bord d'un paquebot qui revenait d'Égypte, et j'imaginerais difficilement un plus petit royaume sous le ciel. Or, nous nous trompions tous, Ithaque n'est pas Ithaque. On n'y a pas retrouvé le palais d'Ulysse pour la raison bien naturelle qu'il n'y fut jamais construit, c'est du moins ce que soutient M. Dörpfeld, le directeur de l'Institut allemand d'Athènes, et sa théorie suscite des discussions de plus en plus animées. Sans développer ici dans tous leurs détails les arguments de M. Dörpfeld, disons simplement que plusieurs vers de l'Odyssée paraissent incompréhensibles si l'île d'Ulysse n'était pas toute proche du continent et réunie à lui par un gué praticable. Ainsi, Télémaque demande à Mentor s'il est venu à pied ou sur un bateau. Une partie des troupeaux d'Ulysse paie sur la rive de l'île, et l'autre sur un promontoire du continent. On ne comprendrait guère un berger breton qui garderait ses bêtes à Dinard, et enverrait 25 brebis, brouter de l'herbe à Guernsey. De ces remarques et de plusieurs autres que je n'exposerai pas ici, M. Dörpfeld a conclu que la seule des îles ioniennes qui répondit aux descriptions d'Homère était la grande île de Leucade, aujourd'hui Santa Maura. Et non content d'affirmer son opinion, il a voulu en avoir le cœur net, il a commencé des fouilles. C'était là qu'on l'attendait, hein ? Du côté de l'école française, on ne croyait guère à sa réussite. M. Reynard n'affirmait rien. M. Victor Bérard niait absolument. M. Mijon exprimait son scepticisme d'une façon presque irrévérencieuse. Jusqu'ici, les résultats des travaux semblent leur donner raison, car on n'a rien trouvé du tout, pas plus à Leucade qu'à Ithaque, et M. Dörpfeld revient les mains vides de sa première tentative. Aussitôt, chacun l'abandonne, même ses collaborateurs et ses partisans du début, et lorsqu'il émet l'hypothèse que le palais du roi Ulysse pouvait bien être construit en bois et n'avoir laissé aucune trace, on pense généralement que c'est là une façon spirituelle de se tirer d'affaire. Néanmoins, la question a intéressé quelques riches amateurs qui font les frais des travaux. M. Dörpfeld à Leucade et M. Prenet à Ithaque vont reprendre cet hiver des recherches concurrentes,
et nous saurons peut-être bientôt dans quelle île encore mystérieuse, Pénélope espéra 10 ans, fidèle et seule, le retour de celui que retenait Calypso. Que ces nouvelles directions de la curiosité humaine sont donc significatives. Pendant des siècles, les voyageurs ont parcouru la Terre, à la recherche des Eldorados, des vallées paradisiaques et des îles fortunées. Maintenant, la Terre habitable est connue, la carte en est faite. On a résolu tous les grands problèmes. Le dernier grand fleuve, le dernier grand lac ont été découverts, et gravés à leur place sur nos atlas désormais suffisants. Mais l'activité de l'homme a besoin d'un prétexte, et voici que les explorateurs s'avancent dans les glaces polaires, avec l'ardeur et l'émotion de leur père devant les merveilles équatoriales. De même, pendant 400 ans, nous avons parcouru l'histoire. Comme l'espace terrestre, le temps passé est sorti de l'inconnu, pierre à pierre, année par année. Sauf peut-être celle de l'Inde antique, il n'y a plus de grande civilisation morte, que nous ne puissions reconstituer sur des données historiques et certaines. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.